Mesdames et messieurs, comme nous avons un long conseil d'arrondissement fourni et que également, comme vous avez pu le constater, le chauffage n'a pas marché dans la mairie du 6e depuis plusieurs semaines, mais ce n'est pas la faute de personne, je tiens à le dire. C'est simplement que nous avons eu un problème dans l'escalier. On a découvert effectivement une pièce qui n'existait, une pièce secrète qui n'avait jamais été inventoriée, et vous aviez une fuite qui depuis des années existait et qui ont affaibli en quelque sorte le parvis devant l'escalier d'honneur, ce qui a conduit effectivement à ce que des travaux soient entrepris. Ces travaux se sont arrêtés ces derniers jours, et donc le système de chauffage a été remis en force ce matin. Vous voyez qu'il il fait meilleur, mais néanmoins nous sommes en dessous du minimum nécessaire. Donc je vous propose de démarrer nos travaux en constatant que l'immense majorité du conseil d'arrondissement est présent, et je vous en remercie. J'ai reçu le pouvoir de Paul Maria qui m'a confié son pouvoir. Je vous propose d'approuver la désignation de Madame Devara comme secrétaire de séance et qui sera assistée en secrétaire auxiliaire par Monsieur Christophe Rioual. Une petite modification d'ordre du jour, je vous propose de l'accepter, puisque nous avons, par rapport à l'ordre du jour que nous avions adressé, on a souhaité mettre en point 4 le PLU, la proposition du plan d'urbanisme, sur lequel qui sera rapporté par Madame de Comprégnac et sur lequel les conseillers qui le souhaitent s'exprimeront, et puis ensuite le plan climat de Paris, sur lequel Madame Berthomier rapportera, et ensuite nous reprendrons, si vous voulez, le fil des délibérations qui figurent à l'ordre du jour. Je vous propose d'adopter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui, s'est déroulé le mardi 24 septembre 2024. Merci. Et nous aurons un vote global d'approbation sur 3 délibérations qui seront adoptées globalement. Ensuite, nous aborderons 2 vœux très consensuels déposés par Madame Hervieux, Monsieur Comet, puis par Madame Kiss, et je répondrai à la question orale de Madame Hervieux et de Monsieur Comet. Et nous aurons sur table, peut-être tout à l'heure, on donnera un document sur la transition écologique du bâti parisien. Voilà, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux, et je vais moi-même m'appliquer cette formule en rapportant rapidement sur le budget primitif 2025. Ça aurait été normalement la tâche de Paul Maria, mais je vais essayer de le suppléer. Alors en réalité, c'est très formel, puisque nous avons reçu la notification par la mairie de Paris de l'état spécial 2025 qui s'élève à 3 261 457 €, en légère diminution, 0,68% par rapport à 2024. C'est la dotation d'investissement qui enregistre la diminution la plus forte, puisqu'elle passe de 191 000 € à 180 026. Mais je voulais rassurer les présidents de conseil de quartier, qui sont nombreux dans cette salle, leur dotation est effectivement tout à fait sauvegardée. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement 8 264 €, comme chaque année, affectés et proposés comme dotation d'investissement à chaque conseil de quartier. D'ailleurs, le budget de fonctionnement également leur sera attribué dans les mêmes proportions. L'animation locale marque une légère augmentation. On passe en gros de 262 000 € à 267 000. Ça recouvre effectivement un certain nombre de lignes que vous connaissez. Je ne vais pas revenir dessus. Et puis la ligne, le crédit le plus important,
qui marque, je dirais, une relative stabilité. On passe de 2 830 000 à 2 814 000, une légère diminution de 0,5%. C'est ce qui est destiné au fonctionnement des équipements inscrits à l'inventaire. L'inventaire que nous avons adopté lors de notre dernière séance, l'inventaire des équipements qui sont situés sur le territoire du 6e arrondissement, écoles, crèches, mairies, centres d'animation, et espaces verts, avec la prise en compte des nouvelles surfaces végétalisées. Un crédit de 12 000 € a été prévu et des dépenses d'eau liées à ces espaces, 2 000 €. Au titre des crèches et garderies, on a pris en compte, la mairie de Paris a pris en compte la réévaluation résultant du passage à l'alimentation 100% bio sur la base des estimations de la DFPE. Donc ça nous a valu 11 000 € supplémentaires. Et puis, le centre d'animation Paris Anime, qui est situé rue de Rennes, avec son annexe rue de Laufeuille, est crédité d'un montant supplémentaire de 20 000 €. 17 000 € sont affectés à l'entretien des cours oasis, principalement des cours oasis de Littré. Et c'est principalement ce qu'on appelle le remboursement des fluides qui ont fait l'objet d'un ajustement qui est un ajustement à la baisse. Ça tombe bien puisque les fluides diminuent après avoir beaucoup augmenté, mais je n'irai pas vous parler des fluides, car les fluides sont réutilisés à la mairie du 6e. Ça nous a fait, d'ailleurs, cette fermeture pendant 15 jours nous a fait faire des économies. Je soupçonne M. Riwal d'avoir d'avoir fait exprès. Voilà, mes chers collègues, je vous propose donc d'adopter en votant cet état spécial du 6e arrondissement pour 2025, qui sera soumis, bien sûr, à la séance budgétaire du Conseil de Paris au mois de... Je pense que ça va être dès novembre. C'est dès novembre. C'est dès novembre, oui. Ça permettra d'être sans doute effectivement opérationnel en début d'année. S'il y a un certain nombre de prises de parole, je leur donnerai, mais sinon je vous propose de voter cet état spécial. Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Alors, je vous propose maintenant de donner la parole à Madame de Comprégnac, qui va rapporter sur le plan le PLU, voilà. Je veux dire le plan de logistique urbaine, non, c'est le plan local. On va faire le PLU bioclimatique. Je vais prendre quelques minutes, si ça vous convient, pour faire quelques rappels et recadrer un peu le débat sur un dossier qui est quand même très technique et très complexe. Alors, pour mémoire, on a voté le principe en 2020 d'une révision du PLU en cours. Le Conseil de Paris, en juin 2023, a voté le projet d'arrêté, à la suite de quoi l'enquête publique a été mise en route. Donc, un certain nombre d'organismes, voire beaucoup d'organismes ont été sollicités, les Parisiens aussi. Et l'enquête publique a rendu ses conclusions. Et on arrive donc à la fin du processus. Voilà. Alors l'enquête publique a permis de rectifier un certain nombre de choses dans ce projet de PLU, avec des choses qui ont été précisées ou clarifiées, par exemple sur les reconstructions ou les restructurations lourdes. Ce qui est intéressant pour les Parisiens en tout cas, et pour la transparence, c'est que de nombreux indicateurs de suivi et d'évaluation ont été rajoutés. Le nombre et l'accessibilité des espaces verts ouverts au public, le nombre d'habitants exposés aux pollutions, de l'air et du bruit, nombre de projets et surfaces de plancher créés dans les projets immobiliers, etc. Plus spécifiquement sur le règlement, on compte une petite quinzaine de changements. Par exemple, je vous donne juste un exemple, la liste des espaces verts protégés qui a été amendée pour prendre en compte la transformation de plusieurs espaces verts protégés en espaces libres à végétalisés. Ainsi, on passe, le PLU précédent comptabilisait 241 hectares d'espaces verts protégés, ce qu'on appelle les EVP, et on pourrait arriver avec le nouveau PLU à 327 hectares, soit une augmentation de 36% de surface, ce qui est pas mal. Au final, on a 4 lignes directrices qui sont déclinées. La première, c'est penser Paris comme membre d'une métropole majeure, et là je tiens à saluer un progrès
très important. Moi, depuis 4 ans au Conseil de Paris, j'insiste sur la nécessité, quand on réfléchit sur Paris, de réfléchir en termes global et non pas intramuros, parce qu'on ne vit pas sur une île. Le deuxième, c'est le concevoir une ville résiliente face aux défis environnementaux. Ensuite, c'est accompagner les mutations de la société au sein du patrimoine parisien et concevoir la ville avec ses habitants et ses usagers. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais un tout petit peu quand même. Tout d'abord, les bâtiments sont des supports privilégiés de la lutte contre le changement climatique. Pour l'essentiel, il s'agit de transformer vertueusement les bâtiments existants, avec un projet de d'éco-rénover la totalité des logements d'ici 2050, avec un gain minimum de 50% à partir de 2030 par rapport à 2004. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça fait faire un progrès énorme. On verra ce qu'il en est plus tard. Intégrer une part importante d'énergie renouvelable ou de récupération, se connecter au réseau de chaleur autant que possible, etc., etc. On parle aussi de mobilité pour promouvoir une mobilité faiblement émettrice de carbone, avec le déploiement de bornes de recharge électrique, des stations d'avitaillement, le développement des transports en commun, du covoiturage, de l'autopartage, etc. Une forte démarche aussi de prévention des risques et d'atténuation des pollutions pour favoriser l'amélioration de la qualité de vie. Et enfin, et ce qui est non négligeable, offrir à tous les publics un accès à l'hébergement et à un logement digne, abordable et adapté. Vous vous souvenez sans doute des débats qu'on a pu avoir ici, qu'il y a eu au Conseil de Paris. Le PLU vise 40% de logements publics dans le parc de résidence principale, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Voilà. Tout ça fait 900 pages, donc on peut difficilement rentrer dans le détail. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je voudrais bien faire quelques commentaires. Mais je vous remercie. Alors, il est évident qu'il y a un décalage entre les annonces et les actions réalisées. Depuis 2006, j'ai quelques chiffres. Paris a été bétonné, c'est incontestable et mesuré. On a plus de 2,8 millions de mètres carrés supplémentaires qui ont été construits, dont 1,5 million de mètres carrés de bureaux. On a des promotions de projets complètement anti-écologiques, par exemple la Tour Triangle, une diminution des espaces de respiration et la création d'îlots de chaleur type place de la République. Alors, pour moi, pour avoir un Paris résilient écologiquement, ce nouveau PLU aurait dû répondre à 3 exigences. C'est rompre avec les logiques urbanistiques du passé. On ne peut plus construire des grandes tours vitrées, par exemple. La végétalisation de l'espace public doit être massive, mais doit surtout être réalisée en pleine terre et dans la durée, en choisissant des essences adaptées à ce qui nous attend. Par exemple, on pourrait aussi étendre les trames vertes continues à partir des bois, des parcs et des squares pour créer des corridors de respiration, de biodiversité et de fraîcheur, etc. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Sur la question du logement, alors, une augmentation perpétuelle, mais je crois que je l'avais déjà dit en 2023, des pourcentages de logements sociaux n'améliorent pas la mixité sociale. Le PLU doit inciter davantage à la création de logements intermédiaires pour les classes moyennes qui se retrouvent exclues du parc locatif. Complètement d'accord. Merci. Des logements mieux répartis sur le territoire également, parisien, en limitant par exemple à 30% le pourcentage de logements sociaux par arrondissement, et donc en diminuant leur nombre là où il y en a, à mon sens, beaucoup trop, par exemple le 19e, le 20e ou le 13e arrondissement. Sur la question des commerces aussi, affirmer qu'on veut préserver le commerce, c'est très bien. Le soutenir concrètement, c'est encore mieux. Et il y a des choses qu'on réclame depuis longtemps, leur permettre d'être livrés, de se faire livrer à travers les places de livraison annoncées et qu'on aurait aimé voir inscrites dans le PLU et qui n'y sont pas. Sur la préservation du patrimoine parisien, on considère que le patrimoine de chaque arrondissement est unique, on le vit très très bien dans le 6e, et aucun arrondissement ne ressemble à l'autre. L'uniformité qu'impose l'exécutif, c'est l'égalité et la monotonie, et ça ne correspond pas pour nous à l'esprit parisien.
Enfin, dernier point, et qui n'est pas négligeable pour la vie quotidienne des Parisiens, c'est la prise en compte du bruit. C'est un enjeu majeur et insuffisamment intégré dans le PLU. D'ailleurs, le commissaire enquêteur l'a relevé. Je vais le citer, il y en a pour une seconde. Entre guillemets, la ville sous-estime les niveaux de bruit à Paris, notamment dans les quartiers denses. Le diagnostic ne comporte aucune analyse, ni même aucune référence au bruit des activités humaines. En conséquence, faute d'éléments pour asseoir la réflexion de la vie, le PLU dit bioclimatique n'offre aucune orientation destinée à mieux encadrer les activités festives et récréatives à Paris. Voilà. Une petite conclusion, ce PLU ne paraît pas soutenable, à la fois sur le plan financier, parce que je ne vais pas parler des finances, mais tout ça engage des milliards, et ni sur le plan écologique. Merci. Ma chère collègue, y a-t-il des demandes de prise de parole? N'hésitez pas, hein, bon, même si Madame de Comprignac, moi-même, Madame Hervieux, on aura l'occasion peut-être de redébattre en Conseil de Paris. Non, vous voulez pas trop... Alors après, je comprends aussi que ce soit pas un débat facile. Alors, Monsieur Flaubert, on va lui donner la parole, dans la mesure où, si vous voulez... Mais je m'exprimerai après. On va laisser parler Monsieur Flaubert. Merci, Monsieur le maire. Merci, mes chers collègues. Et merci à Madame de Comprignac pour son exposé synthétique et rapide sur un dossier. Il n'y a qu'à voir le volume sur l'estrade derrière. Et voilà. Juste quelques mots, parce que je n'ai pas les teneurs, les aboutissants de tout ce projet, mais juste, moi, je voulais dire 2-3 points. Premièrement, j'ai du mal à comprendre qu'on ait construit des centaines de logements depuis tant d'années sur le périphérique, avec des problèmes de pollution et de bruit, et que on nous explique qu'il faut évidemment réduire la pollution, mais qu'on continue tous les jours à construire des logements sur le périphérique. Deuxièmement, pour moi, Paris, et c'est très intéressant ce que vous dites, Madame de Comprignac, c'est que Paris, c'est des villages. En fait, c'est plusieurs endroits différents. C'est pas une ville in extenso entièrement monolithique. C'est des villages. Et je crois pas qu'en fait on prenne en compte ça. Et le dernier point, juste en étant extrêmement rapide, c'est que sur les logements sociaux, on a besoin de logements sociaux pour je ne sais pas, par exemple, loger les puéricultrices dont on a tant besoin pour les crèches, de façon cruelle, mais en fait, peut-être arrêtons de construire des logements sociaux, effectivement, dans les 18, 19 et 20e arrondissements. Faisons de l'accession, quitte à faire de l'accession accessible, sans mauvais jeu de mots, avec des BRS, avec des nouveaux processus, mais permettons aux Parisiens et aux familles de devenir propriétaires. Quid de l'accession au logement? Aujourd'hui, c'est quoi les constructions et l'accession? Et je trouve que c'est dramatique de ne pas avoir dans une ville de 2 millions d'habitants d'accession. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la ville perd des familles et des habitants, des dizaines de milliers d'habitants en plusieurs années. Voilà. Oui, quand même dire un mot rapidement, sans rentrer dans la technicité, mais pour dire que ce PLU bioclimatique, il est quand même le fruit d'un travail extrêmement important. Il faut saluer non seulement les élus, mais tous les services qui ont participé, souligner la dimension collaborative et l'ensemble des acteurs qui ont participé, puisqu'il y a les services, l'administration, les élus, mais il y a aussi un certain nombre d'associations et d'habitants. Hein. C'est vraiment un travail de concertation, plus de 14 000 contributions de citoyens, d'experts, avec des commissions d'enquête, un calendrier programmatique extrêmement rigoureux et précis. Donc c'est un travail fondamental, donc il faut le saluer. Et contrairement à ce que disait ma collègue, je la remercie pour cette présentation, mais qui est un petit peu partiale, ce plan, il a vraiment pour volonté d'améliorer la santé des Parisiens en réduisant les polluants atmosphériques notamment, en augmentant le nombre d'espaces verts, et on le sait, dans le 6e, on est largement concerné puisqu'on est un arrondissement extrêmement minéral, et donc en s'attaquant à un certain nombre de nuisances. Donc ce PLU, nous en sommes fiers. C'est un travail long et qui, je suis sûre, portera ses fruits pour l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes dans le but d'améliorer la qualité de vie et aussi de lutter contre le réchauffement climatique.
Merci infiniment. Alors, quelques mots, tout simplement pour vous remercier de vos prises de parole. Bon, moi, je serai un peu plus, j'aurai l'occasion de m'exprimer plus longuement au Conseil de Paris. Je serai un peu plus, sévère sur effectivement cette affaire. C'est vrai que, alors, c'est vrai, ma chère collègue, vous avez cité 14 000 contributions. Sauf que sur les 14 000, il y en a au moins 12 000 qui sont des contributions négatives et qui sont liées au pastillage qu'ont cru faire les services sur les instructions, je ne sais pas, peut-être de l'ancien premier adjoint, qui s'appelait comment? Emmanuel Grégoire, oui, c'est ça, qui a eu l'idée de pastiller des établissements scolaires. Établissements scolaires, massivement d'ailleurs dans le 12e arrondissement, qui était son arrondissement, qui est toujours son arrondissement d'élection, et ça a suscité effectivement les réactions, je dirais, un peu indignées des parents d'élèves de ces établissements. Après, il y a eu d'autres contributions, mais elles sont effectivement beaucoup plus limitées, comme le sont malheureusement toutes les consultations à Paris, et je dirais peut-être aussi en province. C'est vrai qu'il y a un avant et un après crise sanitaire, et justement la critique principale que je ferai à ce PLU, c'est de ne pas prendre en compte le fait que beaucoup de Parisiennes et des Parisiens regardent leur ville d'une façon différente après la crise sanitaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été contraints de rester chez eux, sans doute un peu trop d'ailleurs, puisque ça a eu d'ailleurs beaucoup d'autres conséquences sur le plan économique, mais également sur le plan de la santé mentale, pour les plus jeunes, les plus âgés, et ils ont vu leur ville différemment. Ils sont aperçus en réalité que Paris est une ville excessivement dense. Alors elle n'est pas excessivement dense en hauteur, mais elle est dense dans sa construction, parce que Paris, alors il faut aussi reconnaître, Paris c'est le produit de 2000 ans d'histoire, donc on ne fait, quand on a un mandat de 6 ans, même de 12 ans, on ne fait qu'apporter des pierres à Paris, je veux dire sa pierre, voire des pierres, en évitant que d'autres tombent, mais on ne fait qu'apporter des choses, on ne peut pas tout changer, mais là je pense que c'est une erreur, il aurait fallu sans doute prendre davantage en cause cette dimension-là. Ensuite, l'autre dimension, c'est effectivement la dimension économique et aussi démographique. Or, Paris perd des habitants depuis des années. Il en avait un peu gagné, d'ailleurs, il faut le reconnaître, lors du premier mandat de Bertrand Delanoë, si je me rappelle bien. Et puis ensuite, il en a reperdu pas mal. On le voit au niveau des écoles. C'est pas intégralement de la faute de la mairie de Paris, mais à partir du moment où on perd quand même 2000 enfants par an et beaucoup de familles, il faut quand même s'interroger. Est-ce qu'on donne aux familles parisiennes les moyens de continuer à vivre à Paris à partir du moment où on a des politiques, quelquefois des politiques clivantes dans certains domaines, qui sont un peu d'actualité? Moi, je pense qu'on peut avoir, notamment dans le domaine des mobilités, je pense qu'on peut avoir une politique non clivante. On peut avoir une politique non clivante et ne pas, car chacun d'entre nous peut être tour à tour piéton, cycliste, automobiliste ou avoir besoin d'une automobile. Et je regrette que là encore, si vous voulez, dans ce domaine-là, on ait une politique beaucoup trop clivante qui conduit, dans un certain nombre de cas et dans un certain nombre de quartiers, à voir des familles fuir la capitale. Et dans ce plan bioclimatique, cet aspect-là est évoqué de façon, je dirais, spécifique, sans d'ailleurs aller au bout de la démonstration. Et également les effets qu'il y a en matière de commerce. On nous parle de ville du quart d'heure, très bien, parfait, mais quand on prend des mesures de circulation qui risquent d'arriver, conduire à une monoactivité très forte, il se trouve que je reviens de Rome. Alors j'ai pas été à Rome au voyage d'études pour visiter la ZTL qui existe depuis de nombreuses années. J'ai été à Rome parce que j'ai été invité par des amis dont l'un est d'origine romaine, et j'ai vu effectivement dans le centre de Rome ce que c'est une ZTL. Rome étant bien sûr une ville complètement différente de Paris, assez grande, avec une aire métropolitaine assez grande, assez étendue, une ville 2 800 000 habitants, 1 mètre carré 3 fois moins cher qu'à Paris, un même mètre carré qu'à Rome, mais parce que Paris est très petit aussi, Paris est très petit. Et donc une ZTL qui existe depuis des années, qui est fondée, parce que Rome, vous avez quelques voies un peu fortes, un peu larges, mais vous avez énormément de petites rues. Mettre des voitures dans des petites rues, c'est catastrophique. Mais la conséquence de quoi? C'est, au centre de Rome, c'est dédié, vous n'avez que des touristes. Et comme commerce, vous avez à peu près un nombre de restaurants absolument considérable, avec d'ailleurs des terrasses estivales permanentes, manifestement, mais il faut dire qu'il fait bon, il faisait 20 degrés à Rome,
j'ai pas besoin de chauffage. Et c'est pas du tout la même chose. Et des commerces qui sont dédiés uniquement aux touristes. Donc il faut bien voir les effets que ça risque d'avoir sur les 4 premiers arrondissements. Mais revenons à nos moutons. L'autre chose que je reproche principalement dans cette TL, c'est le fait de vouloir continuer à construire, et ça, construire dans un certain nombre d'arrondissements, et notamment dans les arrondissements à 2 chiffres. Bon, nous, le 6e, on n'est pas concernés. C'est intégralement protégé, tous les immeubles sont sous contrôle. Je dirais mais le 6e n'est pas Paris, hein, et Paris n'est pas la France. Certes, il y a 250 000 demandeurs de logement en Île-de-France, et il y en a à peu près 210 000 qui demandent un logement à Paris, si c'est possible, bien évidemment, dont 140 000 d'ailleurs expriment le choix du 6e arrondissement. 140 000. Vous voyez, 140 000 personnes et on a 42 000 habitants. Ça, il faudrait tripler à peu près la hauteur des immeubles si on voulait des satisfactions. C'est pas la volonté de la municipalité parisienne. Je ferais pas du tout mais bon, il faut sans doute des logements sociaux. On en a beaucoup. On en a créé beaucoup. On en a créé d'ailleurs en rachetant énormément d'immeubles. C'est-à-dire qu'on a parallèlement asséché le marché locatif privé, on a contribué à l'augmentation des prix. En 20 ans, les prix ont doublé à Paris, même s'il y a une petite décrue depuis 2 ou 3 ans. Et le 6e, malheureusement, qui était déjà l'arrondissement le plus cher, il est resté. Mais curieusement, d'ailleurs, les prix ont moins progressé progressivement dans le 6e arrondissement que dans le reste de la capitale. Donc il faut avoir toutes ces données. Et bon, alors au-delà des slogans du PLU bioclimatique qui va nous emmener jusqu'en 2050, peut-être, oui, je le souhaite, en matière d'espérance de vie physique et politique, je ne suis pas persuadé que ça prenne en compte toutes les dimensions. Donc j'ai l'impression que c'est un PLU qui est très très politique, entre guillemets, sur lequel il y a eu un accord politique au sein de la majorité municipale, ce qui nous a valu d'ailleurs qu'il passe plus rapidement que prévu. Il passe à la fin du mois de novembre à la place fin du mois de décembre. On nous a... ça fait 8 jours hein, qu'on a reçu les documents. Hein, donc c'est quand même 8 jours par voie électronique. Et 8 jours, vous voyez, il y a 20 kilos derrière moi. Donc même en y passant plusieurs nuits, je ne suis pas sûr d'avoir perçu toutes les modifications. Mais il y a eu des modifications, il faut le reconnaître. Il y a des modifications qui sont intervenues entre le premier PLU que nous avons voté l'année dernière et celui que nous voterons aujourd'hui. Les écoles dont je parlais tout à l'heure ont été dépastillées. Il y a des immeubles de bureaux qui ont disparu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, enfin qui ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu physiquement. Ils ont disparu, c'est-à-dire qu'on a retiré le pastillage ou les réserves de logements sociaux. Pourquoi ? Bon, en tout cas, prenons acte. De toute façon, tous les immeubles, à peu près 300 ou 400 qui ont été pastillés, la ville n'aurait pas les moyens de les acquérir en totalité. Donc, nous allons bien voir ce que va devenir ce PLU. Il a le mérite d'exister. De toute façon, la mairie de Paris devait, comme toutes les communes, on devait refaire un PLU. Donc, on en fait un, il sera voté. Moi, je ne le voterai pas ni ce soir, ni au Conseil de Paris, ça vous l'aviez un peu deviné, mais il aura le mérite d'exister. Alors, on verra comment les choses vivront, on verra comment on le fera fonctionner. J'ai peur également que la servitude fonctionnelle sur lequel je ne veux pas m'étendre ce soir soit un repoussoir pour des investisseurs étrangers, notamment dans ce qu'on appelle la cité financière, alors que vous savez que maintenant la défense éteint et beaucoup de zones de troisième couronne sont abandonnées par les entreprises qui veulent plutôt revenir dans le centre de Paris sans mettre en cause la fonction résidentielle. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous le passez dans le 8e, il y a énormément de chantiers de rénovation d'immeubles. Ça serait paradoxal qu'en bloquant certaines rénovations d'immeubles et donc en ne contribuant pas à la transition énergétique à Paris, on vienne au secours de la défense. Mais bon, voilà, on parlera de tout ça et on verra tout ça. Donc je voulais vous remercier d'avoir participé à ce débat et je vous propose, s'il n'y a pas d'autres interventions, de passer au vote. Si vous êtes d'accord ? Alors, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Donc 2 abstentions. Qui vote contre ? Voilà. Vous avez les chiffres, monsieur, avec le pouvoir de monsieur Maria. Pardon, monsieur Rive,
Il a sa main levée. Monsieur Rick est levé. Il est bien levé. Et qui vote pour? Voilà, 3 voix pour. Je vous remercie. Nous passons maintenant au plan climat et je donne la parole à Iris Berthemier. Merci, Monsieur le maire. Alors j'ai la lourde tâche de vous résumer le plan climat qui lui aussi est relativement titanesque en quelques minutes ou en tout cas en peu de temps. Donc c'est la 4e édition de ce plan climat. La première édition date de 2007. C'était un plan climat avec des objectifs ambitieux, mais j'y reviendrai, avec un bilan relativement mitigé, assez mitigé même, je dirais, très mitigé. Et ce plan climat a été révisé en 2018 et nous en sommes donc à sa 4e édition qui a été engagée dont des travaux de concertation ont été engagés fin 2022 et donc il y a eu une première votation l'année dernière au Conseil de Paris en décembre 2023 et le plan climat revient vers nous aujourd'hui. Il porte un petit nom, j'ai vu que ce n'était pas marqué dans la délibération, il s'appelle « Plus vite, plus local et plus juste ». Et donc c'est le triptyque, semble-t-il, qui a présidé aux travaux de concertation et d'élaboration de ce projet. Pour tout vous dire, ce sont des concertations qui sont obligatoires, elles sont liées à l'application de la loi, c'est le Code de l'environnement. Et pour ce qui est de la concertation citoyenne, j'ai essayé de regarder ce qu'avait donné la votation citoyenne, mais je n'ai pas réussi à trouver le nombre de votants final qui s'est prononcé sur ce projet, donc je ne pourrais pas vous donner ce chiffre. Mais elle a, pour tout vous résumer, pour objectif donc, de lutter évidemment contre le réchauffement climatique et d'adapter la ville au changement climatique avec une grande responsabilité évidemment des grandes villes comme Paris sur l'adaptation au changement climatique. Donc comme vous le savez, le climat se réchauffe, les prévisions sont mauvaises. En octobre 2024, le programme des Nations Unies pour l'environnement indiquait que si les choses continuent de la façon dont elles se déroulent actuellement, donc des politiques publiques identiques au niveau mondial, ça occasionnera une augmentation catastrophique des températures pouvant atteindre 3,1 degrés à l'échéance 2030. Donc c'est une échéance proche. Et l'objectif, évidemment, est de faire descendre ces prévisions d'augmentation, puisque de toute façon, l'augmentation de la température est, globalement ne pourra pas être évitée, mais ce qu'il faut, c'est limiter le volume dans lequel tout cela va être augmenté, le volume de l'augmentation de la température. Donc il y a plus de 500 mesures qui sont proposées donc, dans ce plan climat, 500 points, et il y a des déclinaisons à l'échelle locale, mais ça aussi j'y reviendrai. Donc sur ces 500 mesures, elles sont déclinées en 5 axes, donc c'est assez bien organisé. Donc c'est l'axe protéger les Parisiennes et Parisiens, l'axe 2 accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, axe 3 préserver et protéger les ressources en tant que bien commun, axe 4 promouvoir et accompagner le développement d'une économie locale résiliente et bas carbone, et l'axe 5 c'est agir ensemble pour le climat. Donc tout cela nous est décliné en différentes mesures. Donc il y en a beaucoup que vous connaissez déjà, puisque c'est des plans qui n'ont pas vraiment énormément évolué dans leur contenu, en fait. Les objectifs sont toujours les mêmes, évidemment, hein, c'est réduire cette augmentation de la température, et les déclinaisons sont globalement les mêmes. Donc c'est la création d'espaces verts, c'est l'implantation de fontaines brumisantes, c'est la création de lieux de baignade. Voilà, il y a tout un pan qui consiste à réduire les inégalités, puisque le réchauffement climatique occasionne une augmentation des inégalités de la paupérisation des personnes qui sont déjà les plus pauvres. Donc je pense par exemple aux personnes à la rue. Il y a la proposition de créer un plan grand chaud, donc
en miroir du plan grand froid qui est fait pour les personnes à la rue en hiver. Donc voilà, je vous résume brièvement quelques-unes de ces propositions. Évidemment, il y a énormément de mesures qui concernent la place du vélo qui doit être de plus en plus augmentée au sein de la ville et la réduction drastique du nombre de voitures avec l'objectif de 50% de véhicules décarbonés. Donc les véhicules thermiques seront grandement réduits. Donc ça, c'est des points... j'ai envie de dire un peu dogmatiques qui reviennent systématiquement dans toutes les mesures qu'on est amené à nous présenter. Donc, pas d'étonnement là-dessus. Après, il y a la végétalisation des toits, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toits, la création des cours oasis. Donc, tout ça, c'est toujours la même dynamique que les plans climat précédents. Voilà. Je vous fais un commentaire bref de ce qui m'interpelle un petit peu là-dedans. D'abord, la déclinaison locale dans notre arrondissement. Parce qu'en fait, vous verrez sur le site, tout est en ligne, hein, il y a des fiches par arrondissement, et donc on s'aperçoit quand même que le 6e n'est pas très bien servi dans le cadre de ce plan climat, c'est regrettable. Il y a donc l'implantation d'îlots de fraîcheur, des actions pédagogiques à destination des enfants, donc c'est pas d'une ambition non plus démesurée, et il y a une aide à la rénovation des bâtiments. Mais cette aide, elle consiste essentiellement à apporter une information aux personnes qui en auraient besoin. Donc on ne parle pas non plus d'un accompagnement ou d'un financement. Voilà, et puis il y a la question des poubelles à compost. Donc c'est vrai que compte tenu de l'ambition qui est affichée et ensuite de la déclinaison locale, j'avoue avoir un peu de déception, beaucoup de déception. Par ailleurs, sur les objectifs qui ont été remplis dans les précédents plans climat, je dois dire que c'est assez quand même... c'est pas satisfaisant du tout. Il n'y a pas eu d'évaluation de la performance de cette politique publique. Il n'y a pas de... La ville de Paris, elle ne revient pas sur les choses qu'elle a votées précédemment pour évaluer si ça a été performant ou pas. Elle continue dans la même dynamique sans prendre de recul sur ce qui a été fait, sur ce qui est efficace pour faire descendre la température. C'est regrettable. Et donc, pour tout vous résumer en quelques lignes, sur le plan 2007-2020, les résultats étaient vraiment en demi-teinte, avec une réduction des gaz à effet de serre, donc qui avait pour objectif de passer à 30%. On a atteint les 2%, donc voilà. Tout est dit. Et puis, la réduction de la consommation énergétique, l'objectif de 30% était affiché et on a atteint seulement 6%. Donc là, c'est pareil, hein, les objectifs qui sont affichés sont extrêmement ambitieux. Moi, je ne peux que saluer des objectifs ambitieux et un certain nombre de mesures qui sont présentées, mais je doute que ça soit décliné correctement sur le plan local, et je doute aussi qu'on puisse... quand il faudra revenir sur ce plan climat, qu'on puisse faire une évaluation qui soit satisfaisante des mesures qui ont été mises en œuvre. Et dans cette mesure, je me permettrai de m'abstenir sur ce sujet. Voilà mes raisons. Et je vous propose de voter. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non, il n'y en a pas. Donc je vous propose qu'on vote directement. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Monsieur Flaubert. Qui vote pour ? Voilà. Donc la délibération est adoptée au niveau du 6e arrondissement. Je vous remercie. Nous continuons nos travaux et je vais donner, là nous revenons sur l'ordre classique de l'ordre du jour et je vais donner la parole à Olivier Passlec qui va nous parler c'est la Maison des pratiques artistiques amateurs.
Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, c'est un long feuilleton, mais vous connaissez tous la MP2A, vous connaissez je puis dire sa mission, ses missions, ses sites, ses 5 sites. Je voudrais simplement rappeler très rapidement par rapport à l'exposé des motifs et éclairer tout de même un peu les mémoires que cette MP2A a été créée en 2007 par Christophe Girard, à l'époque adjoint à la maire de Paris chargé des affaires culturelles, sous la forme d'un établissement public administratif. Et pour à la suite de toute une série d'avatars que je ne peux pas vous expliquer ce soir parce que j'en ai pas le temps, en réalité, la MP2A a pu s'installer dans l'auditorium, qui est, je le dis tout de suite, l'auditorium de notre conservatoire. En 2016, cet établissement public administratif a été transformé en établissement public de coopération culturelle et, ce qui est important, c'est ce qui suit, à caractère industriel et commercial. Et à partir de cette date, lorsque je rapportais devant le conseil précédent ou devant vous, je faisais remarquer que les ressources propres de cet établissement n'étaient pas du tout à la hauteur de son statut. Et aujourd'hui encore, les ressources propres s'élèvent à 385 000 € pour un budget global de 3 167 000 €. Donc, il y a un véritable problème. Et ce problème m'a conduit effectivement à mener ma petite enquête, un peu comme le commissaire Maigret ou le lieutenant Colombo. Arsène Lupin? Peut-être. Non, Arsène Lupin, non, ça serait plutôt le gentleman des cambrioleurs. Je ne suis ni gentleman ni cambrioleur. Mais à partir de ce moment-là, vous voyez, je suis pas venu les mains vides, je suis venu avec le petit dépliant. Et en effet, on s'aperçoit, d'ailleurs c'est rappelé dans l'exposé des motifs, qu'une des activités donc, de la MP2A, c'est de louer des salles. Alors j'ai donc été voir en ce qui concerne la MP2A Saint-Germain, et voilà ce que donc j'y ai trouvé. En fait, donc l'auditorium s'intitule la salle Jacques Higelin. Et voici la promotion qu'en est faite, la promotion commerciale qu'en est faite sur le site internet, que vous pouvez tous aller consulter, de la MP2A Saint-Germain. Cette salle Jacques Higelin, avec son plateau de 140 mètres carrés et ses 317 fauteuils, est une salle de grande qualité qui peut accueillir toute forme de spectacle vivant. Attention, ce qui suit est important. Elle est accessible à la location ou à la privatisation pour des organisateurs d'événements. Et là, alors, la cerise sur le gâteau. Ces espaces de réception de 110 mètres carrés ont été rénovés en mai 2022. La décoration du bar et du hall a été conçue dans une recherche de convivialité. Le plus beau arrive, le bar est idéal pour servir un cocktail de réception pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Or, tout ceci serait plutôt risible s'il ne s'agissait pas de notre auditorium, de notre conservatoire. Et nous tous ici, les élus, nous tous, nous ne pouvons que nous insurger contre cet état de fait. Car en réalité, on voit bien qu'on utilise cet espace de service public, c'est un dévoiement à des fins purement commerciales. Alors je souhaiterais que vraiment, une fois encore, on dise que la MP2A a les moyens, a les ressources pour trouver une autre salle et qu'on nous rende notre auditorium pour notre conservatoire, pour nos usagers. Voilà, donc je vous demande de ne pas, bien sûr, voter cette délibération. Merci, monsieur le maire adjoint. J'ajoute que vous avez tout à fait raison. Alors d'ailleurs, je rappellerai que dans un souci de partage avec nos arrondissements voisins, puisque le conservatoire du 5e arrondissement n'est pas très bien logé, le conservatoire du 7e, j'avais proposé à de nombreuses reprises aux différents directeurs ou directrices qui se succèdent à un rythme assez
fort, assez effréné, mais là, il y a une certaine stabilité, et Madame Filippetti est une directrice de grande qualité, que déjà, on essaie on puisse, si cet auditorium, effectivement, revenait à sa fonction d'auditorium, qu'il soit utilisé par le 5e, le 6e et le 7e arrondissement, et peut-être, éventuellement, pourquoi pas, on pourrait, mais qu'il revienne à sa fonction première. Une autre variante serait que la MP2A demeure au moins pendant un certain temps, mais reste utilisatrice pour les ressources budgétaires qu'elle a. Et que pour tout ce qui est événements que sont en quelque sorte, vous voyez, ce que je veux dire, elle a un budget de fonctionnement qu'elle resserre en quelque sorte son calendrier d'événements, et que pour le reste, effectivement, le conservatoire du 6e, éventuellement celui du 5e et du 7e, retrouve effectivement la pleine utilisation de cet espace. Parce que notre conservatoire, les professeurs sont quand même très contraints, ils sont obligés d'aller jouer à l'extérieur. Là, extérieur, c'est pas toujours facile. Bon, Saint-Sulpice, par exemple, actuellement, il y a un spectacle. Donc, il y a un spectacle, le conservatoire peut pas aller à Saint-Sulpice. Le centre culturel hongrois, qui est où le conservatoire s'était produit à plusieurs reprises, est fermé pour plusieurs années pour cause de rénovation des locaux, et il faut beaucoup d'argent pour le rénover, et la rénovation n'a pas démarré, vous voyez. Donc on est dans une situation qui est excessivement difficile. Alors je remercie le maire adjoint, effectivement, Olivier Pasleg, d'avoir apporté, d'avoir continué à creuser ce dossier. J'écrirai à nouveau à la directrice des affaires culturelles. Et bien évidemment, je souhaite que vous me suiviez la position de vote qu'a indiqué M. Pasleg sur ce dossier. Voilà. Mais si certains veulent s'exprimer, je leur donne bien volontiers la parole. Étant donné que vous pouvez vous exprimer, mais après je tiens à ne pas vous... Et étant toujours au conseil d'administration, je ne participerai pas au vote, mais je suis quand même obligée de prendre la parole. Monsieur le maire adjoint, on connaît votre position depuis que nous sommes élus dans cette nouvelle mandature. Vous évoquez ce sujet systématiquement. Voilà, c'était déjà même le cas avant que nous soyons élus. Donc, je pense que là encore, vous proposez une lecture des choses qui est partiale, puisque en fait, c'est ce que j'ai du mal à comprendre, si vous voulez, c'est qu'il y a un discours de la droite parisienne qui consiste à nous donner des leçons de bonne gestion de l'argent public, et qui, par ailleurs, lorsque justement des établissements publics qui, je le rappelle, comme la Maison des pratiques artistiques et amateurs, contribuent à l'éducation populaire, à la pratique culturelle et artistique amateur, dont les enfants parisiens et les familles parisiennes ont aussi besoin, et l'ensemble des artistes d'ailleurs parisiens et parisiennes, et qu'on essaye justement de faire tenir à l'équilibre des budgets, oui, à travers de l'allocation de salles, oui, en sélectionnant un certain nombre de partenariats, avec une billetterie. Il y a un travail considérable qui est réalisé, parce que justement, ça a un coût, et c'est effectivement de l'argent public. Donc l'objectif de ces privatisations que vous évoquez, elles sont minoritaires, évidemment, par rapport à l'activité globale des MP2A partout à Paris, mais elles sont nécessaires pour contribuer justement à un équilibre financier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'échange et au partage de l'espace avec le conservatoire. Vous le savez, puisque nous avons déjà eu ce débat ici en conseil d'arrondissement, le conservatoire a parfaitement le droit d'usage de l'auditorium selon une convention et sur un certain nombre de dates dans l'année qui sont fixées à l'avance, qui permettent ainsi d'anticiper un partage intelligent de l'espace dans le respect des pratiques artistiques, que ce soit du conservatoire ou des amateurs de la MP2A. Donc, pourquoi est-ce que finalement cette cohabitation vous est si insupportable? Moi, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Maintenant, si monsieur le maire considère que le conservatoire du 6e est en grande difficulté pour trouver des espaces de travail, eh bien, moi, je pense que l'ensemble des élus de ce conseil d'arrondissement seront parfaitement mobilisés pour essayer de trouver des solutions et à engendrer un dialogue peut-être effectivement avec la MP2A si le nombre de créneaux n'est pas suffisant.
Mais quand vous vous positionnez, monsieur le maire adjoint, de cette manière, en accusant, en laissant entendre que donc il y a des privatisations avec des cocktails, en insistant là-dessus. C'est sur le site internet. Oui, c'est sur le site internet de la MP2A. Je n'invente rien. Par rapport à l'activité. Allez-y. Alors moi, je vais vous dire ce qui se passe à la MP2A, l'auditorium Saint-Germain, puisque vous vous intéressez à la MP2A, vous devriez le savoir. Il va y avoir une web-série qui va être diffusée le mercredi 18 décembre. J'invite tout le monde à y aller. Avec des jeunes, notamment des enfants qui ont produit cette web-série en projetant leur quartier, qu'allait devenir leur quartier si jamais la dictature arrivait au pouvoir. Et ben voilà, c'est un sujet. Non mais c'est intéressant. Et ben je parle du sujet, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la démarche, c'est-à-dire des jeunes qui viennent avec leurs parents, qui font cette expérience avec des artistes professionnels. Donc c'est tout la philosophie de la MP2A, c'est-à-dire vous faites se rencontrer des amateurs avec des professionnels, et c'est là qu'on peut créer des vocations. Et donc sachez que le 18 décembre, à 14h et à 19h30 à l'auditorium, et la volonté de la MP2A qui nous a sollicité dans ce sens, c'est de faire venir les habitants du 6e notamment, et de Paris Centre aussi, pour participer à ces événements. Donc il y a une programmation qui est extrêmement riche, et je trouve que votre présentation est très réductrice, et vous le savez, nous ne partageons pas le même point de vue concernant ces établissements. Pas du tout. Rendez-nous notre auditorium de notre conservatoire, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est back, give we back. Oui. En plus, merci c'est toujours intéressant. Il faut quand même débattre de temps en temps. Alors, remarque, trouver des espaces. 1, c'est pas facile. 2, il faut emmener les instruments. C'est excessivement compliqué. Ils n'ont pas de moyens de les emmener. Il y a des risques, si vous voulez, qui sont liés, alors que, bien évidemment, la coïncidence et la concomitance des locaux entre l'auditorium et le conservatoire est très facilitatrice. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de jours, je crois que c'est à peu près 10, 12, 13, 14 gratuités, mais c'est rien par rapport aux besoins du conservatoire. Et je regrette qu'on ait reposé à nouveau la question en 2020, qu'on n'ait pas progressé, et qui est en quelque sorte une sorte de résistance absolue, comme savent d'ailleurs, c'est quelquefois le pratiquer certaines institutions culturelles au changement. On voit ça dans d'autres domaines. C'est pas propre à la maison MP2A, mais il y a une tendance à ne pas vouloir partager les locaux, et je le regrette d'autant plus que je rappellerai qu'en 2014, la maire de Paris, lors de son premier mandat, avait confié et avait, dans une lettre de mission à son premier adjoint de l'époque, qui était Monsieur Julliard, il lui avait confié justement la mission de rationaliser effectivement en grande partie les pratiques amateurs. Deuxièmement, la MP2A, elle a progressé, et tant mieux, parfait. Elle a récupéré une salle dans le cadre de la Canopédéale, puisqu'au départ, la MP2A, mes chers collègues, sachez tous, elle n'était qu'à l'auditorium du marché Saint-Germain. Oui, c'est ce que j'ai rappelé. Donc c'est vrai que si on avait repris l'auditorium du marché Saint-Germain, on tuait la MP2A. Mais la MP2A, elle est à la Canopédéale, elle est à Brousset, l'ancien hôpital Brousset, dans le 14e arrondissement, elle est ensuite dans le 11e arrondissement, et elle est même dans le 20e. Donc je pense quand même qu'on aurait pu lâcher un peu, voire en totalité. Vous voyez, Olivier Pastelec dit en totalité. Moi, je suis, progressif, lâcher en partie l'auditorium du marché Saint-Germain, ce qui avait d'ailleurs été évoqué par Bruno Julliard. Bon, Bruno Julliard a disparu. C'est vrai que la maire de Paris consomme un peu, quelquefois, ses premiers adjoints. Et donc, effectivement, je ne peux pas... mais nous nous rappelons de tout ça. Donc, nous continuerons, effectivement, quoi qu'il arrive, à rappeler, effectivement, l'importance de cette salle et l'importance que ça a pour tous les usagers des conservatoires parisiens, ce qui n'empêche pas qu'il y ait éventuellement de la transversalité entre différents organismes. Chers collègues, je vous propose de voter maintenant. Je vais donner la parole à Iris Berthemier, qui a d'ailleurs aussi le pouvoir, je le signale, de Madame de Comprégnac, qui a dû nous quitter pour des raisons essentielles.
Oui, juste un mot pour vous indiquer que je ne sais pas comment est-ce qu'on accède. Moi, je ne demande pas mieux que de me rendre à la MP2A pour assister à des spectacles ou autre chose. Simplement, la programmation n'est pas très publique ou alors il n'y a pas de publicité. Sur le site, il n'y a pas l'événement dont vous avez parlé. Nous, on n'a pas accès aux invitations. Enfin, je ne sais pas comment on a connaissance de ce genre de choses si on n'a pas un contact à la MP2A ou autrement. Là, actuellement, il y a 3 spectacles qui sont programmés et les 3 sont payants. Voilà, les entrées coûtent la modique somme de 30 €. C'est pas tout à fait l'ouverture qu'on pourrait espérer. Peut-être qu'il n'y a pas de publicité suffisante. Je ne sais pas quelle est la difficulté, mais il y a vraisemblablement un sujet. De voter. Merci à ma chère collègue pour votre intervention qui était tout à fait pertinente et essentielle. Donc, alors, attendez, j'ai perdu le fil. Qui ne prend pas part au vote? Céline Hervieux, hein, qui se déporte, bien évidemment. Qui vote contre? Voilà. Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc la délibération est rejetée au niveau du Conseil du 6e arrondissement. Je redonne la parole à Monsieur Passlec pour la DE 276, convention d'occupation de la place Saint-Sulpice. Oui, merci, ma chère collègue. En réalité, donc là, nous allons remonter carrément au Moyen-Âge, car en fait, la foire Saint-Sulpice a succédé à la foire Saint-Germain, qui en effet existait depuis le Moyen-Âge. Depuis 2011, il a été décidé de faire un appel à proposition pour l'occupation donc de la place Saint-Sulpice pendant cette foire. Cette foire, vous la connaissez également très bien, donc je ne vais pas vous répéter tout ce que vous savez parfaitement bien. Simplement, cela permet d'accueillir dans le 6e des événements de très haute importance et qui sont à la fois donc, je dirais, partagés par la mairie de Paris et par notre mairie. Je pense notamment au salon de culture mathématique. Je pense également aux journées de la céramique, au marché de la poésie, qui est un événement important, et également au salon des antiquaires, qui est apprécié par tout le monde. Alors simplement, ce que je vais vous dire, c'est que cet appel à proposition, pour la première fois cette année, a été uniquement repris par une seule candidate. La société Marie Utri Productions, qui exploitait déjà cette foire depuis 3 ans. Alors pourquoi? Eh bien, alors là encore, je vais faire une proposition. C'est que je pense que la redevance que souhaite la mairie de Paris, qui est de 80 000 €, est, à mon avis, trop élevée, d'autant plus que il faut ajouter à cette redevance de 80 000 € un pourcentage du chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 6%. Alors on comprend pourquoi, en effet, il n'y a eu une seule candidature. Le risque est que la prochaine fois, si la mairie de Paris, la DAE, ne fait pas un effort pour diminuer cette redevance, eh bien l'appel sera totalement infructueux. Et alors je pense que nous nous demanderons tous comment on pourra organiser à ce moment-là ces événements fort importants et fort appréciés par tous nos habitantes et nos habitants. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Alors bien sûr, je vous invite à voter favorablement et peut-être à réfléchir à la démarche que nous pourrions entreprendre auprès de la mairie de Paris pour qu'elle revoie un petit peu à la baisse sa redevance. Je vous en remercie. Merci, monsieur le maire. Oui, je voulais même ajouter, j'ai le sentiment qu'il y a la redevance, mais il y a aussi la redevance pour occupation du domaine public. Est-ce qu'il n'y a pas en plus? Non, c'est la redevance non, il y a les droits de voirie. Et après, nous avons le pourcentage pour, d'accord. Les droits de voirie, c'est intégré là-dedans. Les droits de voirie sont intégrés là-dedans. Mais ça a augmenté, effectivement, fortement. Donc le danger, ça serait... Parce que le danger, il est que, pour s'en sortir, l'organisatrice demande des tarifs de location plus élevés aux manifestations culturelles. En réalité, comme vous le savez,
la foire aux antiquaires assure l'essentiel du chiffre d'affaires, du financement, mais il y a quand même des droits qui sont demandés, notamment aux différentes manifestations. Et c'est vrai que les poètes n'ont pas une capacité de paiement excessivement forte. Elle n'est pas directement proportionnelle à leur fréquentation d'un lieu spécifique de la foire. Donc voilà. Donc là, il y a un vrai problème. Ça mettrait en péril, et on sait que la manifestation des poètes, c'est la principale manifestation événement poétique français. Ça a une importance absolument capitale. Les jeux mathématiques ne sont pas non plus propres, susceptibles de payer des montants plus élevés, donc il y a une vraie difficulté. Et l'organisatrice, a priori, ne veut pas non plus. Elle sait bien que la capacité de paiement de ces différents salons est limitée. Donc il y a vraiment, il faut le faire savoir. Moi, j'essaierai de le faire savoir également à mon petit niveau. Donc je vous propose, Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Je pense que nous sommes tous effectivement extrêmement prudents avant de vouloir réduire les recettes de la mairie de Paris. Donc je voulais savoir quelles étaient les redevances et les pourcentages de chiffre d'affaires qui ont été acquittés par la société Marie-Utrecht Productions dans la période de 3 ans qui vient de se terminer, puisque c'est exactement la même société. Vous dites que ça a augmenté. Par contre, moi, j'ai pas les chiffres de la session précédente, donc qu'en est-il ? Non, je n'ai pas dit que ça avait augmenté, mais effectivement, ça a augmenté. Mais c'est-à-dire que au début des 3 années précédentes, c'était de l'ordre de 50 000 euros. On vous le précisera. De toute façon, c'est toujours intéressant. Mais effectivement, c'était de cet ordre-là. Donc ça progresse. C'est un phénomène à peu près général. D'ailleurs, toutes les mairies ont tendance effectivement à augmenter leurs recettes de poche, étant donné que leurs recettes, quelquefois leurs dotations sont plus faibles. Donc ça, on le comprend. Mais il se trouve que c'est quand même une manifestation plus fragile, et surtout elle intègre des manifestations culturelles en son sein. C'est pas uniquement un village des antiquaires. Il faut pas tout confondre. Simplement, je voulais attirer sans malice l'attention du Conseil, et c'est ce qu'a fait très bien Olivier Pastèque. Donc je vous propose de voter. Donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons aux illuminations. Je donne la parole à Florence Devara. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, alors effectivement, nous sommes sollicités sur un sujet qui, je pense, sera plus consensuel, qui est celui du vote de subvention aux associations de commerçants pour les illuminations de Noël de fêtes de fin d'année. Alors, concernant notre arrondissement, il s'agit de 5 associations, ce qui est d'ailleurs, quand j'ai regardé un peu tout le nombre d'associations par arrondissement, et c'est vrai que à la vue de la taille, de la superficie de notre arrondissement, c'est très conséquent. Donc nous avons 5 associations, pour un montant total de 28 900 €. Donc je vais rapidement citer. Il y a l'association des commerçants rue Bréa-Vavin, qui est une association assez récente, qui touchera 5 400 € cette année, donc là c'est en augmentation. Association des commerçants du quartier Odéon, donc là aussi c'est une jeune association, on se réjouit, qui bénéficiera de 4 900 €. L'Avenir Quartier Latin, donc c'est plus vers le coin de la rue de Bussy. Saint-André-des-Arts. Voilà, qui bénéficiera de 7 200 €. L'association Saint-Placide Cherche Midi, qui bénéficiera de 7 000 €, et le village Saint-Germain, qui bénéficiera de 4 400 €. Donc ça fait un total de 28 900 € pour les associations du 6e. Alors je précise que les calculs ont évolué favorablement cette année, nous nous en réjouissons. Les montants accordés sont en augmentation. C'est important car le montant des installations sont élevés, et je précise qu'ils sont en grande partie pris en charge par les commerçants eux-mêmes. Donc c'est vraiment important qu'on puisse les aider et y participer, à être à leur côté. Et nous sommes très heureux du dynamisme de ces associations de commerçants, parce qu'il y en a, donc, comme je l'ai dit, qui ont été
créés assez récemment et ce n'est pas le cas dans tous les arrondissements de Paris. Donc nous les remercions, nous les soutenons. En plus, ce sont vraiment de belles illuminations de qualité. Donc je sais que en plus, les riverains sont très contents. Alors, le seul point que nous déplorons, c'est qu'il y a eu un souci pour le comité Saint-Germain-des-Prés, qui malheureusement n'a pas fait la demande de subvention pour cette année. Donc, par conséquent, il n'y aura pas d'illumination dans ce coin du 6e, dans ce quartier. Donc là, nous le regrettons particulièrement et j'espère vraiment que l'année prochaine, les choses rentreront dans l'ordre. Et je termine en précisant que la durée maximale des illuminations est de 7 semaines, que l'extinction est prévue à maximum 2 heures du matin et que, bien évidemment, comme Monsieur le maire le disait, les ampoules utilisées sont à basse consommation, donc sont principalement des LED. Voilà, donc je vous remercie de bien vouloir tous voter ces subventions qui sont importantes pour le quartier, qui vont le rendre très beau pour les fêtes. Donc, d'avance, je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de parole? Je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Alors, il faut aussi, je ne veux pas gâcher les augmentations, si l'augmentation des subventions, on s'en réjouit pour un certain nombre d'associations, c'est aussi parce que le Boulevard Saint-Germain n'a pas demandé de subvention. Mais ça profite en tout cas à un certain nombre d'entre elles. Je vous propose de poursuivre nos travaux en donnant la parole à Claude Ripe qui va rapporter sur le campus des Cordeliers. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mes chers collègues, j'ai bien entendu ce qui a été dit tout à l'heure en ce qui concerne le plan climat. Malheureusement, même si à l'horizon 2030, si j'ai bien compris, on va augmenter de température de plus de 3 degrés, entre le 15 octobre et le 15 avril, il faut chauffer encore un peu, avec modération, mais tout de même, et en particulier les locaux universitaires, et c'est bien de ça qu'il s'agit, puisqu'il s'agit du campus des Cordeliers, vous connaissez, dans le 6e arrondissement, qui est un campus d'ailleurs historique, puisqu'il y a des locaux tout à fait intéressants, comme l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers, et puis aussi cette magnifique salle de l'amphithéâtre Saint-Côme. Alors, ils ne sont pas concernés par les travaux qui sont aujourd'hui nécessaires, parce qu'il y a effectivement une obsolescence évidente de tout l'équipement de chauffage, il faut refaire toute la tuyauterie. Tout ça coûte très cher, je vous épargne les détails, mais je peux vous dire que les frais vont être partagés entre Sorbonne Université et la ville. Donc, le partage étant équitable, les travaux nécessaires étant de l'ordre de 3 millions, d'après ce que j'ai compris, d'euros, la ville investit 1 500 000 euros. Je ne vois pas d'objection à ces travaux qui sont de toute évidence nécessaires, et je vous invite à voter favorablement. Merci, monsieur le conseiller délégué. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Adopté. Je redonne la parole à Claude Ripe qui va rapporter sur le 96 boulevard Raspail. Alors, toujours pour nos étudiants, monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit d'un programme de création d'une résidence de 55 logements, alors 41 plus PLUS et 24 PLS. Si j'ai bien compris, les PLUS sont des logements un peu moins chers, un peu plus modestes. C'est une opération qui va intervenir, alors je ne sais pas si vous voyez bien où se trouve le 96 boulevard Raspail, mais pour résumer, on va dire que c'est en face de l'Alliance française, comme ça tout le monde verra de quoi il s'agit. C'est un ensemble immobilier donc, qui est composé d'une part de l'ancien petit séminaire et d'autre part d'un ancien comité d'accueil des étudiants étrangers. Bon, bref,
On ne peut que se réjouir de voir que nos étudiants puissent être mieux logés. Donc moi, je n'ai aucune objection à formuler concernant cette subvention qui est importante. Il y a également des fonds qui sont attribués par la région, mais bref, tout ça paraît légitime. Il faut simplement espérer que l'attribution de ces logements se fera de manière équitable. Je vous invite à voter favorablement. Merci, mon cher collègue. Donc, je vous propose de voter. Alors, moi, je m'abstiendrai, parce que, étant administrateur de la RVP, comme c'est une réalisation par la RVP, je ne participerai pas au vote, mais je donne la parole à monsieur Flaubert. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, juste une observation. Donc, je voterai favorablement personnellement, parce que effectivement, c'est toujours favorable de créer des logements pour les étudiants, on en a besoin, mais je m'étonne quand même du coût de ces créations, puisque la subvention de la ville de Paris, on est déjà à 70 000 € par logement, nonobstant les autres coûts, le foncier, des autres subventions. Donc je trouve ça quand même particulièrement onéreux. Et puis j'en profite, puisque nous sommes tous ensemble réunis pour parler du Crous. Et je trouve que pour les logements étudiants, et quand on voit la situation de l'immeuble du Crous, alors alors j'allais dire, il était en travaux, il est toujours en travaux. Je ne parlerai pas de l'esthétique puisque c'est personnel et on va dire c'est subjectif, mais j'apprécierais que on ait un dossier qui avance, même si c'est pas dans le 6e arrondissement, mais je suis un peu triste de l'immeuble et de cet immeuble désossé du Crous devant l'observatoire depuis tant d'années. Pour moi-même, quand j'étais à la faculté à avoir utilisé ces logements, enfin c'est pas ces logements mais ces bâtiments, je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à faire là aussi. Monsieur le conseiller, on va pouvoir répondre positivement à votre demande. Dans les prochains jours, on aura des éléments sur ce dossier, mais qui effectivement a fait l'objet de retards considérables. Et c'est un chantier qui était covidé, comme d'autres. Il y a eu d'autres chantiers de covidé. On a eu des difficultés aussi. Le Sénat a eu des difficultés, comme beaucoup d'entre vous le savent, avec son immeuble de la rue de Vaugirard. Mais c'est un chantier lourdement covidé sur lequel en plus, il y a eu des défauts, des défaillances d'entreprise. Le chantier étant mené par l'EPORIF, qui est l'établissement public d'aménagement de la région Île-de-France, l'opérateur immobilier, le bras armé immobilier de l'État, qui ne se caractérise pas par sa vélocité particulière. Donc tout ça, ajouté les uns aux autres, conduit à la situation que vous avez fort bien décrite. Mais je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, votre serviteur, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, c'est délibéré à la presque unanimité. Je vous en remercie. Nous continuons notre tour, pas de France, du 6e arrondissement, des futures réalisations. Et je vais donner la parole à Chantal Lambert-Buras, qui va nous parler du projet Tarnier. Merci beaucoup, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, l'État et la ville, dans le cadre de la loi du 14 décembre 1975 pour la reconstruction de l'école pratique et des cliniques d'accouchement, ont construit le pavillon Garnier, la ville achetant le terrain à l'État pour y maintenir les services de la faculté de médecine. De 1880, date d'inauguration en 1960, le pavillon Tarnier a accueilli la clinique d'accouchement. Donc beaucoup d'habitants du 6e, de petits habitants du 6e jusqu'en 1960 sont nés à la clinique Tarnier, dont, de façon anecdotique, dont Charles Aznavour, tout le monde le sait. En 1960, la PHP y a implanté un service de dermatologie. Et à partir de 2016, tout le secteur de la dermatologie a immigré à Cochin et les locaux sont devenus vacants. En 2017, ils ont été occupés par l'école des sages-femmes qui devait quitter le site de l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul, semble-t-il, et probablement un service d'addictologie, ce qui est installé puisqu'il est précisé aujourd'hui qu'il a été réorienté vers l'Hôtel-Dieu. D'où une réflexion de la ville de Paris, aiguillonnée par notre maire du 6e arrondissement, sur le devenir de ce site. Et un budget de 450 000 € d'études a été voté en juillet 2021.
Les réflexions ont abouti au projet d'institut pour la santé des femmes avec une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire en prévoyant des soignants, des chercheurs et des représentants des usagers. Le projet donc prévoit 6 grandes thématiques. La santé, je ne dirai pas dans le détail, vous pourrez le voir sur la convention. La santé des mères et de leurs nouveau-nés, l'IVG, contraception, droits sexuels et reproductifs des femmes, les pathologies des femmes et médecine conceptionnelle, la santé des femmes après 50 ans, mais également les violences faites aux femmes, l'impact de l'environnement sur la santé des femmes, et enfin, il est indiqué que l'Université de Paris associera la ville au fonctionnement de l'Institut et à son contenu scientifique à travers des comités de pilotage, bien sûr, comités de pilotage et scientifiques aux côtés d'autres personnalités qualifiées, des tutelles, acteurs institutionnels, universités, etc. Alors ce projet nécessitera bien évidemment une reconstruction lourde de l'ensemble du bâtiment Tarnier, avec des réductions, comme il se doit, de consommation énergétique et en procédant à une isolation renforcée et à la généralisation d'une ventilation à double flux. Cette restructuration lourde permettra de répondre aux besoins du projet dans le pavillon Tarnier qui accueillera sur environ 6500 mètres carrés, des locaux pour l'enseignement et l'innovation pédagogique, un centre de formation continue et 2 locaux pour la recherche, mais pas que, puisqu'il y aura aussi un research hub, un espace de coworking, des locaux à destination des associations, des espaces communs qui seront des espaces de travail, de réunion, amphithéâtre, etc., des locaux de support, mais également des logements sociaux également pour étudiants. Le coût de l'opération de restructuration du pavillon Tarnier est évalué à 32,5 millions. Donc il y aura 9,2 millions de la ville de Paris, 9,2 millions de la région Île-de-France, 2 millions d'universités citées, soit un total de 20,4 millions pour réaliser entièrement l'aile de l'observatoire. Alors il y aura besoin d'un complément pour boucler ce financement, mais de 12 millions qui sera apporté par du mécénat, mais il est indiqué qu'une grande partie de ce complément a déjà été négocié par l'université Paris-Cité, voilà, et qui pourra intervenir à hauteur de ces 12 millions nécessaires. Le calendrier prévisionnel des énations médias d'œuvre en cours, les études 2005-2027, obtention du permis de construire début 2027, curage et dépollution 2026-2027, et donc début des travaux mi-2027 pour une livraison fin 2029, ce qui est assez rapide pour une grosse opération. Donc je vous fais grâce de toutes les différentes conventions. Et il vous est proposé que la participation financière... Alors voilà, donc il vous est proposé que la participation financière au projet Tarnier soit conditionnée au fait que la ville n'aura pas assumé l'entretien du pavillon Tarnier, aussi bien sur les constructions existantes qui subsisteraient à l'issue des travaux que sur les constructions nouvelles qui seront édifiées dans le cadre du projet. Et donc c'est pour soutenir ce projet, voilà, il faut attribuer à l'université de Paris-Cité une subvention de 9 200 000 euros pour les travaux de restructuration du pavillon Tarnier. Donc je vous propose de voter favorablement. Oui, merci infiniment, ma chère collègue, d'avoir rapporté sur un projet qui est toujours assez complexe dans sa rédaction. En réalité, ça devrait être théoriquement un projet tripartite, ville, région et même État, mais il se trouve que l'État, pour des raisons que je ne vais pas dénouer totalement, n'a pas totalement versé sa participation. Donc on s'oriente plutôt vers du mécénat lourd, avec un très grand nom qui s'intéresse sur l'ancien aspect, la présence de la dermatologie historiquement. C'était le fameux professeur Escande, qui était un ami de Chirac, des Corésiens comme lui, qui a eu longtemps son service de dermatologie. Il y a eu ensuite d'ailleurs également le docteur Gell. Les premières consultations pour lutter contre le sida, VIH, ont eu lieu à Tarnier. Et puis, c'était un bâtiment qui était tombé un peu en déshérence, où la PHP avait mis beaucoup de services, et votre serviteur, effectivement, a mis à plusieurs reprises à rencontrer les directeurs ou directrices successifs de la PHP, au motif que ce bâtiment, qui a toujours appartenu à la ville de Paris, qui avait été légué par les héritiers du docteur Tarnier à la ville de Paris,
heureusement, faisait, un peu comme le musée Hébert dont on parlera tout à l'heure, faisait l'objet d'une clause légataire. Une clause légataire, c'est-à-dire que ce bâtiment avait été légué à la ville de Paris à condition qu'il continuât à être utilisé au titre de l'enseignement, de la médecine et de la recherche. Car sinon, il ne faut pas se leurrer, entre 1960 et 2020, ou la PHP ou la ville aurait sans doute vendu cet immeuble à un promoteur qui aurait fait effectivement des appartements particulièrement recherchés avec une vue somptueuse sur le jardin des grands aspirateurs. On a réussi à le garder, quelque chose malheur est bonne, et j'ai réussi effectivement à mettre le pied dans la porte, si vous me permettez cette expression, et ensuite à faire en sorte, et la maire de Paris a bien voulu nous suivre dans cette affaire, faire effectivement un projet, concevoir un projet, qui est d'ailleurs un projet qui sera conduit par l'université Paris-Cité, la réunion de Paris 5 et Paris 7, car ça sera avant tout un projet de recherche universitaire. Il n'est pas forcément prévu sur place de centre de santé. Mais bien évidemment, c'est quand même quelque chose qui permettra de progresser dans des domaines qui ont été insuffisamment visités au cours des dernières décennies et qui tiennent compte d'un certain nombre de pathologies que connaissent les femmes tout au long de leur vie. Et c'est bien sûr des pathologies qui pourront être sans doute mieux connues, et mieux documentées avec, là encore, bien évidemment, la transversalité avec des universités étrangères, avec des chercheurs étrangers. Enfin, dans les étages, c'est à nouveau la RIVP qui a prévu de faire une résidence un peu analogue à celle de la rue du boulevard Raspail ou de la rue Jacob, avec effectivement, alors est-ce qu'il y aura une dominante en plus chercheurs, puisqu'il y aura forcément des chercheurs, il faudra regarder ça avec attention. Donc c'est un très beau projet. Le seul problème, c'est que c'est là encore les porifs qui mènent le bal des travaux. Donc il faudra être particulièrement... et c'est là où, ma chère Chantal, en citant ce calendrier, je voulais quand même signaler que j'avais un dossier dans mon bureau qui prévoyait un démarrage un peu plus tôt. Ça a déjà été recalé. Donc les opérateurs de l'État ont le don de recaler. Donc j'espère que ça ne sera pas terminé. On fera tout faire pour que ça ne soit pas terminé en 2044. Donc voilà. Donc ceci étant, je vous invite effectivement à le voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à l'unanimité. Nous continuons nos travaux et je donne la parole à nouveau à Chantal Lambert-Burins sur un projet des FPE. Merci, Monsieur le Père. Donc, il n'a échappé à personne aujourd'hui le contexte de fragilisation inédit du secteur de la petite enfance, avec un déficit de personnel croissant qui ne souhaite plus exercer ce métier exigeant, ou qui ne veut plus faire face à des trajets de 2 heures quand ces jeunes femmes habitent en banlieue. Donc, pour répondre au mieux aux besoins des familles, la ville de Paris, qui s'appuie déjà sur le secteur associatif, souhaite s'appuyer davantage, puisque aujourd'hui, il représente une composante essentielle de l'accueil des tout-petits, puisque ce sont 98 associations partenaires, soit 275 établissements d'accueil de la petite enfance, ou encore 10 300 places, ce qui représente à peu près un quart de l'offre de la capitale, ce qui est quand même très important. La ville apporte un soutien de fonctionnement de 66 millions d'euros ces dernières années, plus un soutien d'investissement, qui sont régis bien évidemment par des conventions de fonctionnement triennales qui arrivent à terme en décembre 2024, d'où effectivement ce rapport. Donc cette fragilisation concerne également le secteur associatif, d'où la nécessité de conventions qui affichent plus de visibilité et de stabilité de financement pour sécuriser le domaine associatif. Par ailleurs, la qualité de l'accueil, qui est un peu le clé de voûte de ce partenariat, sera établie et mise en œuvre par aussi des conventions pluriannuelles de maintien et de développement de l'offre d'accueil du petit enfant, et assurer son nouveau rôle et d'encadrement des autorisations d'ouverture des établissements d'accueil de jeunes enfants. Donc, si je comprends bien, on prévoit également 2 nouvelles ouvertures d'établissements d'accueil. Donc c'est très 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 bien, on peut que s'en féliciter, mais si le personnel n'est pas là, c'est sûr que d'ouvrir des établissements sans personnel ne sera pas une solution pour l'accueil des enfants.
Mais bon, soyons positifs et on peut se persuader qu'il y aura de nouveau des demandes qui permettront d'accueillir ces enfants. Donc la maire de Paris nous demande de l'autoriser à signer avec les associations gestionnaires des établissements d'accueil de la petite enfance des conventions d'objectifs. Alors, j'ai pas le montant. Il m'échappe. Je crois qu'il n'y a pas de montant. C'est des conventions d'objectifs. Voilà. Alors, dans les pièces annexes qu'on peut indiquer, c'est que pour l'association, la Fondation Œuvre de la Croix-Saint-Simon, nous sommes concernés par la crèche collective qui est située rue Jean Bart, la halte garderie du Jardin du Luxembourg, et puis la nouvelle structure multi-accueil située l'IG 1317 rue Notre-Dame-des-Champs. Il y a également l'association Espérem qui a changé de nom, je ne l'ai plus en tête, pour sa crèche collective qui est 83 rue de Sèvres. Et enfin, la maison Kangourou avec sa structure multi-accueil 34 rue du Montparnasse. Donc voilà pour ce qui concerne le 6e arrondissement. Donc je vous propose d'autoriser la maire de Paris à signer ces différentes conventions. Pas d'intervention? Non. Je vous propose de voter. Donc qui est pour? On va directement au vote. Je vous remercie. Je vous propose aussi de voter favorablement la délibération suivante, qui est une délibération juridique de renouvellement, du principe du renouvellement de la DSP, délégation de services publics pour les marchés des couverts alimentaires. Il y a 71 marchés parisiens. Ils ont été divisés lors du dernier renouvellement en 2 lots. Le lot A, 34 marchés qui avait été confié au groupe Ben Sidoun. Le lot B, 37 marchés, dont celui du 6e arrondissement, c'est-à-dire principalement le marché Raspail en alimentaire, mardi et vendredi, le marché classique et puis le biologique du dimanche, confié à la société d'Adoum. Et là, on nous propose, dans le cadre du renouvellement de ces DSP qui vont faire l'objet encore d'attributions éventuelles, d'adopter ce principe de renouvellement de cette DSP qui a une durée de 6 ans. Donc, si vous êtes d'accord, murmure d'approbation, je vous remercie. Nous passons au collège public parisien. Je donne la parole à Ariel Bocan. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, donc ici, il s'agit de délibération concernant les dotations complémentaires de fonctionnement et les subventions d'équipement et de travaux. Nous sommes concernés par c'est beaucoup plus léger ce que je vais vous dire, par le collège Jacques Prévert pour une subvention de 1 037 € pour l'installation de séparateurs d'urinoir. Alors si vous vous rappelez bien, nous avions déjà voté 1 000 € le mois dernier. Donc les 1 000 € n'étaient pas suffisants par rapport à la note finale de l'établissement. Donc là, il y a un complément de 1 037 €. Je vous demande donc par avance de voter favorablement cette subvention. Et je vous remercie. Tout le monde est pour? Oui. Merci infiniment. Je donne la parole maintenant à Monsieur Flaubert sur la DTEC 41. Merci, Monsieur le maire, merci pour me donner la parole. Donc, chers collègues, un point alors relativement rapide. On a donc une délibération qui porte sur Bruy-Parif et sur, on va dire, une étude, en essayant d'être assez rapide et synthétique, sur une étude complémentaire qui doit être effectuée en matière, donc évidemment sonore, on parle de Bruy-Parif, mais plus spécifiquement sur les sirènes. Et donc, effectivement, d'étudier les nuisances et les problématiques liées au bruit des sirènes des véhicules de secours, donc principalement de la police, des pompiers et des ambulances ou d'autres services, mais principalement police et les pompiers. Donc, bien évidemment, on a une subvention donc qui nous est demandée pour permettre cette étude. Subvention d'un montant de 20 000 €. Alors moi, je ne peux que répondre favorablement à cette demande et je vous propose de voter favorablement à cette subvention, notamment en notant que
Monsieur le maire, depuis des années, essaye de parler et de demander aux services de secours, notamment aux pompiers et aux policiers, de faire attention et d'essayer de mettre des sirènes, sachant qu'il y avait des sirènes de jour et de nuit antérieurement, qu'aujourd'hui on a un peu l'impression que on est en sirène de jour en permanence, mais de la modération. Il y avait même eu des contrôles qui avaient été opérés par la DOPC pour connaître un petit peu les questions de sécurité, pour essayer de restreindre ces problématiques de sirène. On en a besoin, mais donc je ne peux que répondre et vous proposer de voter favorablement à cette résolution. Donc, on en est d'accord? Allez, c'est M. Flaubert qui a fait passer la police à proximité. Donc, on vote favorablement. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de rapporter rapidement sur le Aximo de 2 lots de copropriété qui sont situés au 16 rue Visconti. Un immeuble qui rappelle des souvenirs à beaucoup d'entre nous dans cette salle. Je voulais rappeler, et je m'en réjouis, que effectivement la ville maintenant a limité les ventes du domaine privé, puisque les ventes du domaine privé avaient atteint des niveaux astronomiques, notamment dans les années 2013 et 2014. À une époque, le maire adjoint chargé du logement refusait de conserver en logements sociaux de ce qu'on appelait des appartements situés dans le diffus, c'est-à-dire que dans l'immeuble du 16 rue Visconti, beaucoup d'appartements ont déjà été vendus, aux enchères par adjudication, mais il restait un certain nombre de logements occupés de manière sociale. Les gens les ont quittés, et là, on nous propose sur certains lots, et en l'occurrence là sur 2 lots qui sont constitués, les lots de 9 et 10, qui sont respectivement de 26 et 15 mètres carrés, qui pourront d'ailleurs être réunis et qui constitueront un appartement de type F2 en étage sur le côté gauche de la cour, au-dessus du local associatif. Donc ça sera situé au premier étage. C'est un logement sain et en état correct. Il fera l'objet de travaux à hauteur de 24 600 €. Et ils nous ont proposé que la ville cède à Aximo, qui est une foncière, qui a été la foncière de Paris Habitat. C'est-à-dire que c'est un logement qui sera conservé en propriété par Aximo et qui sera ensuite qui fera l'objet d'une attribution selon les règles d'attribution des logements sociaux de la mairie de Paris. Alors, on nous indique que ce n'est pas les logements, ce ne sont pas les lots situés au rez-de-chaussée qui sont occupés actuellement par l'association Calligraphie, ce sont des lots qui se situent à l'étage. Donc, je vous propose de voter favorablement et je me réjouis que la mairie de Paris ait changé dans ce domaine conformément effectivement aux souhaits exprimés à l'époque par le Conseil du 6e arrondissement. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous en avons terminé. Nous avons un vote global d'approbation, donc nous le faisons. Et maintenant, nous passons aux vœux. J'ai 2 vœux. Un vœu qui est proposé par Madame Hervieux et Monsieur Comet. Vous voulez peut-être, Monsieur Comet, nous redire 2 mots, et puis ensuite je donnerai la parole à Madame Kiss pour son... Oui, merci Monsieur le maire. Notre vœu est un vœu qui dépasse un petit peu le 6e arrondissement, puisqu'il s'agit de trouver un moyen d'honorer la mémoire de Raoul Minot. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez découvert son existence en lisant les articles dans Le Monde, mais c'est quand même quelqu'un qui a eu un comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale tout à fait exceptionnel. Donc il a photographié et documenté très largement à Paris ce qu'il se passait. Donc il y a beaucoup d'informations qu'on lui doit et qui allaient un peu à l'encontre évidemment de ce que montrait la propagande officielle. À tel point qu'il a été dénoncé, il a été emprisonné puis déporté et il est mort en déportation. En gros, à l'époque de la libération des camps.
Ce qu'il a comme liaison avec le 6e, c'est que sa femme, après sa mort, a déménagé au 55 rue de Sèvres, où elle est restée jusqu'à son décès à elle. Par contre, il faisait développer ses tirages au magasin du Printemps, il était employé au Printemps, et donc l'idée de notre vœu, c'est de remonter au Conseil de Paris quelque chose en disant il faut trouver un moyen, ou le moyen le plus approprié, de rendre hommage à ce résistant qui a résisté d'une façon un peu inhabituelle, mais quand même extrêmement forte, qu'il a payé de sa vie. Et voilà, si la manifestation choisie par Paris est dans le 6e, nous nous en réjouirons. Si elle concerne une autre forme d'action ou un autre arrondissement, nous nous en réjouissons aussi. Et donc je vous invite à voter ce vœu, de façon à ce que la ville de Paris rende hommage à Raoul Minot de la façon qui fera le plus de sens. Merci, monsieur le conseiller. Écoutez, je pense qu'on ne peut que vous suivre dans cette appréciation. En plus, c'est un vœu ouvert. Là, on verra ensuite avec Laurence Patrice, effectivement, la meilleure façon de rendre hommage à cette personne qu'on a tous un peu redécouvert durant l'été et qui montre effectivement la diversité et le courage d'un certain nombre de Parisiens. Certains se sont réfugiés dans la collaboration, d'autres ont résisté. Dans cette même mairie, le service à la population qui a fabriqué des cartes d'alimentation, le curé de Saint-Germain-des-Prés qui a fabriqué des faux papiers, et puis aussi des gens qui se sont comportés de façon beaucoup moins honorable. On le sait, les réseaux de résistance ont été massivement arrêtés à partir de 1943, et c'était souvent sur, malheureusement, dénonciation. Donc, je vous propose de voter. Donc, nous votons à l'unanimité pour. Le vœu est adopté. Je donne la parole maintenant à Antoinette Kiss, qui nous présente un vœu relatif à l'amélioration du service de la maison départementale dédiée aux personnes porteuses de handicap. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, c'est un vœu sur les conditions de service de la MDPH 75, qui est le service municipal parisien d'attribution des droits aux handicapés. On sait que la ville de Paris a également les compétences du département, enfin elle est département. Donc c'est elle qui gère la MDPH. Les délais de réponse de la MDPH sont trop longs par rapport aux moyennes nationales et même par rapport à des départements qui ont beaucoup plus de dossiers à traiter que Paris. Donc pour prendre des éléments de comparaison, la Seine-Saint-Denis a 4,5 mois de traitement des dossiers, le département du Nord 4,3, alors que les délais de la MDPH Paris sont globalement de 6,2 mois. Ces délais parisiens ne sont pas une fatalité et ils s'apparentent à un déni, même s'il n'est que temporaire, mais quand même à un déni de droit. Ça laisse les usagers et leurs aidants dans l'inquiétude de l'attente, dans l'absence temporaire de droit. Donc ce vœu n'est pas une remise en question du travail des équipes de la MDPH, c'est simplement de leur donner les moyens d'assurer des meilleurs délais et un meilleur service. Je vous remercie. Oui, je partage totalement votre analyse, et d'ailleurs, là encore, sans remettre en cause les choses. Je ne m'explique pas, d'ailleurs, vous avez cité, vos chiffres sont très, très parlants, je ne m'explique pas effectivement ces difficultés. Sans doute y a-t-il eu des changements de personnel à la tête de la NDPH qui ont pu jouer, les effets peut-être de la crise sanitaire aussi, des changements de méthode, mais il faut vraiment souhaiter que les choses s'améliorent. Ça s'améliore lentement. On a tous eu des dossiers qu'on a essayé de faire pousser et qui ont été pris en compte largement. Donc j'invite effectivement le Conseil à vous suivre dans ce dossier et on le fera savoir à Madame Seban, qui est la directrice de la direction des solidarités et qui a une sorte de tutelle sur cette MDPH qui effectivement avait un statut départemental et maintenant, du fait de la réforme de 2016, est rentrée pleinement dans le giron de la collectivité parisienne. Madame Berthemier.
Oui, je me permets juste un mot pour indiquer que, bon, moi je suis en contact avec la MDPH de temps en temps parce que je suis conseillère déléguée au handicap et je sais que certaines MDPH ont pour stratégie de rejeter systématiquement le dossier s'il manque une pièce, etc. Elles renvoient le dossier aux gens tel quel. Et donc, c'est une stratégie qui est contestable. Ça permet de réduire les délais, mais en même temps, en termes d'efficacité humaine, j'ai envie de dire, c'est vraiment très néfaste. Donc voilà, il y a ce juste équilibre entre un traitement correct et humain des dossiers et les délais qui, évidemment, jouent aussi sur l'humanité qu'on porte à ces dossiers. Mais voilà, il ne faudrait pas que ce soit au détriment de la qualité. J'ai juste ce point qui m'alerte un petit peu. Des dossiers très complexes aussi, vous avez des dossiers éminemment complexes. Oui, je pense que c'est effectivement un thème important et je remercie notre collègue de l'avoir présenté. Par contre, en ce qui nous concerne, Céline Hervieux et moi-même, nous ne prendrons pas part au vote parce que la maison des personnes handicapées a une structure avec un comité exécutif et actuellement les délais sont effectivement encore à améliorer, mais il y a des mesures qui ont été prises, qui sont présentées aux élus qui siègent au comité exécutif et d'ailleurs semble-t-il les délais ont été réduits d'un mois depuis le début de cette année, alors que le nombre de sollicitations est en forte augmentation. Donc il nous semble que les questions sont à poser effectivement à l'intérieur de ce comité exécutif qui gère la MDPH et c'est la raison pour laquelle nous ne prendrons pas part au vote. Parfait. Je propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Comet et peut-être avec le pouvoir de Madame Hervieux. Alors, il me semblerait qu'il n'y ait pas le pouvoir, mais bon, on va dire... Bon. Vous êtes tout seul, et on considérera que Madame Hervieux est en communion avec vous sur ce sujet. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Le vœu est adopté, et de toute façon, ça ira dans le bon sens. Si les choses s'améliorent déjà, tant mieux, et si elles peuvent s'améliorer ensuite, c'est encore mieux. La question orale de Madame Hervieux et de Monsieur Comet relative à l'avenir du musée Hébert. Alors, je vais vous faire distribuer une lettre que j'ai reçue de la ministre de la Culture que j'avais interrogée et qui rappelle, si vous voulez, que nous sommes maintenant à un moment où, normalement, là encore, comme sur Tarnier, nous sommes sortis d'une situation éminemment complexe où les bâtiments qui avaient été légués par la famille du Kerman et qui avaient permis sur le site du 85-87 rue du Cherche-Midi d'ouvrir un musée national qui a fermé en 2006, qui est resté totalement fermé. Les bâtiments étaient gérés par la Réunion des musées nationaux, la clause légataire était gérée par la Fondation de France, et le suivi scientifique était assuré par le musée d'Orsay. Pourquoi? Parce que Hébert est un peintre du 19e siècle, et c'est donc le musée d'Orsay, musée du 19e siècle, qui gérait les choses. Mais la clause légataire nous a, en même temps, une sorte de bon en même temps, protégé contre une utilisation autre de ce lieu, mais parallèlement, comme le musée Hébert n'avait pas un retentissement très très fort, a bloqué toute forme de rénovation. Là, grâce à un conseiller je vais citer, qui est Sylvain Ami, qui était un conseiller de la prédécesseur, de la ministre de la Culture prédécesseuse, qui a particulièrement travaillé sur ce dossier et qui a réussi... Rima Abdulma, qui a réussi effectivement à déverrouiller la chose et à concevoir un projet qui consisterait à agrandir le musée Hébert de la Tronche, car en réalité Hébert est originaire de la Tronche dans l'Isère. Il y a un très beau musée départemental qui existe. Et donc, le projet consiste à vendre les bâtiments de la rue du Cherche-Midi
Ces bâtiments, le produit de ces bâtiments étant permettant l'extension du musée Hébert de la Tronche, qui accueillera, je dirais, l'essentiel des collections du musée Hébert, qui sont actuellement en caisse dans les sous-sols du musée d'Orsay. Sous-sol du musée d'Orsay, étant donné que parallèlement on essaiera, comme c'est le cas, d'avoir une exposition temporaire sur Hébert au musée d'Orsay. Donc nous attendons maintenant, si vous voulez, l'évaluation du ministère des Finances pour que ce bâtiment soit mis sur le marché, et je vous engage, quand ça sera le cas, je vous le ferai savoir, est-ce que effectivement vous en parliez autour de vous. Moi je serais tout à fait favorable à ce que ce soit éventuellement d'ailleurs une fondation privée qui rachète effectivement ce lieu. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a quelques années. C'est totalement dévasté à l'intérieur. C'est totalement dévasté à l'intérieur. Il y a à peu près 2000 mètres carrés. Les façades extérieures sont sous filet. Elles sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est un beau bâtiment. C'est un bâtiment qui avait été conçu par je crois, un noble sous le Louis XV qui l'avait construit. C'était à l'époque où il y avait des hôtels particuliers qui étaient construits. L'hôtel de Choiseul-Pralin, d'ailleurs, qui est un peu plus loin, rue de Sèvres, à l'angle de la rue de Sèvres et la rue de Saint-Romain, en est également un exemplaire. Lui, il a eu la chance d'être intégré dans les locaux de la Poste et de la Banque Postale. Et donc là, bien évidemment, l'acquéreur devra parfaitement respecter, remettre en état les façades de l'hôtel de Montmorency, du petit Montmorency, et en revanche, il y a une interrogation pour l'intérieur. Moi, je souhaiterais que ça soit. Ça peut être un énième hôtel, ça peut être des logements privés. Les logements privés, ce sera pas facile d'en construire beaucoup. Ils seront vendus à prix d'or. Si on pouvait trouver un autre usage, ça serait une bonne chose. Voilà. Donc, on attend incessamment l'évaluation du ministère des Finances, qui sera, à mon avis, pas très haute, car comme l'intérieur est dévasté, il faudra en quelque sorte mettre beaucoup d'argent pour le remettre en état. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues, sur ce dossier. Voilà, si vous n'avez rien d'autre, je voulais vous souhaiter la meilleure soirée possible en vous indiquant que nous nous retrouverons le 3 décembre, le mardi 3 décembre, et qu'auparavant, nous nous réunirons en conseil d'arrondissement en SICA avec les membres des conseils de quartier qui seront, au-delà des associations inscrites au SICA, invités le jeudi 21 novembre sur le thème de la santé et la présentation du projet Paris Santé Campus qui prendra place sur le site de l'hôpital, l'ancien hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce. Et je voulais remercier notre collègue Iris Berthomier, qui est d'ailleurs notre représentante à Paris Santé Campus et qui suit cette opération. Également, vous voyez qu'entre Paris Santé Campus et l'Institut pour la santé des femmes, tout en passant par Cochin, qui n'est pas très loin, notre avenir est assuré. Aux uns et aux autres. Voilà. Merci à tous et très bonne soirée.